Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OCIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant ? Comment mieux le soutenir et l'accompagner ? Dans quelle force puisse-t-on pour se construire ? Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je rencontre aujourd'hui Hervé Temim, avocat pénaliste. Les mots n'ont jamais été prononcés, mais le cri poussé par sa mère ce jour-là a suffi pour qu'il comprenne que son père, malade, venait de rendre son dernier souffle. Hervé Temim avait 10 ans. Très vite, il a su que cette douleur inguérissable allait devenir sa plus grande force. Cette sensibilité viscérale à l'injustice est bien à l'origine de sa vocation. Le ténor du barreau a accepté de revenir avec moi sur cet épisode douloureux de sa vie. Je crois que ma situation d'orphelin, si on peut appeler ça comme ça, pas qu'elle a modifié ma trajectoire de vie, c'est qu'elle l'a impulsée. Probablement, le fait d'avoir perdu mon père est de très loin la chose la plus importante qui me soit arrivée dans mon existence. L'événement le plus important, celui qui a été fondateur de beaucoup de choses et on réduit pas, en tout cas moi je ne saurais réduire ni mon existence, ni ma vie, ni mon caractère, ni ma sensibilité à ça, mais ça me paraît évidemment fondamental et évident. Moi, je crois que j'avais un mauvais âge. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai toujours entendu dire et c'est ce que j'ai compris. J'avais 10 ans, j'étais l'aîné de 2 enfants. Mon frère avait 6 ans, il en a beaucoup moins souffert sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'il a été moins marqué. Et à 10 ans, j'étais en plus particulièrement mûr, parce que c'était d'abord, je crois, mon caractère. Et ensuite, j'avais vécu la maladie de mon père, de loin, mais en étant très conscient de celle-ci. Donc j'avais une sensibilité particulière à l'injustice. Et je crois même, d'après ma mère et d'après ma grand-mère, que je l'avais avant même la maladie de mon père. Donc quand il vous arrive ça, que le parent disparaît très jeune, vous avez nécessairement une conscience très aiguisée de l'injustice. Vous en souffrez, mais surtout vous êtes conscient du fait que l'injustice est à la croisée des chemins. Et donc je pense que cette particulière sensibilité à l'injustice est probablement à la base de ma vocation d'avocat. Et de toutes les manières, à l'époque où j'ai choisi de faire un métier, si je n'avais pas été avocat, je n'aurais pu être probablement que médecin. Mais comme mon père, qui était lui-même médecin, était mort d'un cancer, aujourd'hui guérissable à 100%, quel que soit le moment où il est pris, je n'aurais voulu être que cancérologue. Et je crois qu'à tort, à l'époque, j'imaginais que je n'aurais peut-être pas la force mentale suffisante pour me confronter à la mort en permanence. Bien sûr, je me souviens du jour de la mort de mon père, puisqu'il est mort chez nous, un dimanche matin. Mon grand-père, ma grand-mère et moi, nous habitions avec mon frère dans un appartement séparé, et les 2 appartements communiquaient. Et mon père et ma mère avaient une chambre qui était à l'autre bout de ce 2e appartement. Je connaissais pas l'état exact de mon père, mais j'ai compris la mort de mon père par le cri de ma mère, qui probablement, en se réveillant, avait compris. Voilà, je ne l'ai jamais oublié. C'est aujourd'hui, 52 ans après, exactement, aussi présent dans mon souvenir que
au jour où je l'ai entendu. Et probablement parce que j'étais très sensible, probablement parce que on pensait, du moins ma mère et ma grand-mère, que je ne supporterais pas cette nouvelle qui pourtant ne pouvait m'avoir échappé. Eh bien, on m'en a tenu effectivement écarté, on m'a pas dit. Je suis allé chez mes cousins, dont j'étais très proche et avec qui j'ai ensuite grandi, qui habitaient la même ville, à Versailles. Et puis voilà, j'ai donc pas été à l'enterrement de mon père. Je crois qu'il y a une sorte de non-dit, mais en fait tellement explicite. Et puis que très vite, même pas besoin d'en parler. Et c'était acquis entre ma mère, ma grand-mère et moi que je savais. Voilà, c'était, je crois, une autre époque. Des femmes admirables qui ont cru faire au mieux et personnellement, je n'ai jamais senti le moindre regret de ne pas avoir assisté à l'enterrement de mon père. Je trouve ça très bien que ça soit passé comme ça. Je me souviens pas du jour où je suis retourné à l'école, je pense que c'est le lendemain. Mais ce que je sais, c'est que moi-même, qui savais que mon père était mort, à qui on l'avait pas dit, je l'ai pas dit aux autres qu'il était mort. Pour une raison toute simple, c'est parce que je n'aurais échangé mon destin contre aucun autre. J'aimais mon père plus que tout, et je ne voulais pas ressentir l'ombre d'une compassion de la part de quiconque. Et au fond de moi, j'avais même une forme de violence, dans le meilleur sens du terme, de sentiment violent, qui consistait à leur dire « T'inquiète pas pour moi ». Le regard sur moi a évidemment dû changer, c'est bien ça que je ne voulais pas. En fait, c'était probablement idiot, parce que évidemment que tout le monde devait le savoir, et que probablement que mes parents qui ne m'avaient pas dit qu'il était mort l'avaient dit à mes professeurs ou au proviseur. J'ai pas voulu qu'il change, donc je l'ai peut-être pas vu changer. Il a dû changer, mais là encore, ce qui compte, c'est pas la vérité de ce qu'on vit, c'est la façon dont on ressent ce qu'on vit. C'est pas du tout devenu un sujet tabou. Je parlais de lui avec ma grand-mère, avec ma mère. Et puis, si vous voulez, au-delà du fait que j'en parlais avec ma mère, c'était quelqu'un d'omniprésent dans notre existence, et en tout cas dans la mienne. Mais alors, ce qui m'a sauvé, c'est que d'abord, j'ai entendu un cri. Et quand j'ai entendu ce cri, j'ai compris, évidemment, et j'ai ressenti, pour moi, c'est évidemment grotesque, il y a bien pire, une injustice maximale pour mon père, et pour moi, une douleur qui n'est pas guérissable, mais une force immense. J'ai su, à l'instant où ça s'est produit, que ce serait ma plus grande force. Et ça l'a été, dans un mélange de grande souffrance et de grande force, de désespoir et d'immense gaieté, d'optimisme et de foi en mon avenir. Et puis une espèce de vie mêlée de rire et de larmes, avec une grand-mère qui était un personnage hors norme, qui était à la fois toute la nostalgie possible et toute la gaieté du monde. Donc je crois que ce qui m'a sauvé, c'est 3 choses, je dirais. D'abord, cette espèce de force insoupçonnable qu'un enfant de 10 ans peut avoir en lui, de se dire, malgré l'injustice, malgré la souffrance, j'en ferai ma plus grande force. Deuxièmement, un amour phénoménal de 2 femmes hors normes, à quoi s'ajoutait une entente merveilleuse avec mon frère, plus jeune de 4 ans, donc un peu écrasé par ce frère aîné qui prenait peu ou prou la place du père parti trop tôt,
Et puis troisièmement, et je crois que ça c'est une marque de fabrique familiale, un sens de l'humour, une dérision, une autodérision qui nous a permis de nous en sortir, mieux que bien. Le fait d'avoir perdu mon père a fait en sorte que j'ai cru en rien immédiatement. Vous voyez, à une échelle minuscule, avec un raisonnement enfantin, le bon Dieu, il fallait pas me la faire à moi. Parce que, aussi bêtement que ça, et j'ai pas changé d'avis, mais moi j'ai pensé, dans ma petite vie d'un gamin de 10 ans, que s'il existait, mon père serait pas mort. Dans ces conditions. C'est ridicule, hein? Je suis bien conscient que pour toute personne ayant la foi, c'est quelque chose qui est proche de la bêtise la plus abyssale, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, vous le maîtrisez pas. Aucun rituel, mais même pire, j'ai attendu 40 ans après sa mort pour pouvoir avoir une photo de mon père. Et alors que j'ai une mémoire des chiffres qui est presque anormale, j'ai attendu 40 ans aussi pour mémoriser la date de sa mort. Donc je n'allais pas sur sa tombe, j'y suis allé très peu souvent dans ma vie. Encore aujourd'hui, c'est effrayant le nombre de fois auxquelles je peux penser à mon père. Cette disparition qui a 52 ans, pour moi, c'est comme si elle avait lieu hier. Donc c'est vous dire si j'ai progressé. Mais en même temps... j'ai pas besoin d'aller sur sa tombe. Je suis pas comme ça, voilà. J'ai pas d'album photo. Je peux pas vous dire, j'ai même pas de photos de ma mère et de mon père ensemble. Ah non, je suis pas complètement indemne, hein. J'ai un fils et je lui souhaite pas de perdre son père. Mais j'ai considéré que c'était pas facile de grandir avec un père, quand on était un garçon. J'ai pas eu cette idée en devenant père, j'ai éprouvé à la fois la difficulté de ne pas avoir de père, mais quand vous avez la chance, ne l'ayant pas, d'avoir une image forte de votre père, c'est pas comme si vous étiez largué sans amarre. Et donc, si vous voulez, le fait de pas avoir de père, d'être élevé par... ma mère et ma grand-mère d'une manière probablement beaucoup trop laxiste, mais très libre, ça a permis de fixer moi-même mes propres règles. J'ai pas eu de limite. On m'a pas dit non. J'ai jamais fait de bêtises, d'ailleurs, peut-être parce que on me disait pas non. Moi, je suis totalement réfractaire à la discipline, incapable de l'imposer à quiconque. Je ne crois qu'à l'autodiscipline. Je crois pas à l'ordre donné, je crois qu'à l'exemple. Je ne souhaite à aucun enfant de perdre un parent, bien sûr que non. Je vais pas vous dire que c'est une chance de l'avoir perdu, mais, vous savez, bon an, mal an, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais eu mon père? Est-ce que j'aurais été plus heureux, plus équilibré sans doute? Mais est-ce que c'est une chose à rechercher que l'équilibre? Franchement, je souhaite que les gens que j'aime soient équilibrés. Soit dans une normalité, si ça a un sens aussi grande que possible, mais moi je la fuis, la normalité. Dans tous les domaines, je la fuis. Les gens normaux m'intéressent pas. Je n'ai jamais eu de rapport proche avec des gens qui n'aient pas au moins connu la souffrance. Je connais pas de gens gays, je connais pas de gens drôles, je connais pas de gens heureux de vivre, qui n'ont pas au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne l'expriment pas, conscience du fait que tout ça est tellement fragile, tient tellement à rien, peut s'arrêter n'importe quand. Et le hasard, enfin non d'ailleurs, je dis le hasard, sans doute pas, la vie a fait que... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu le même genre de choses que moi dans mon entourage. Et on n'en parle pas, ou parfois je le découvre. La plupart sont très gais, la plupart sont très dynamiques, la plupart sont très entreprenants, ambitieux. Et je vous cache pas que, avec le temps, je me suis aperçu bien malgré moi que j'ai une espèce de ségrégation pro-orphelin. C'est horrible. C'est lamentable. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que par exemple, je pense à une jeune femme qui travaille avec moi. J'ai compris, alors que j'allais ou pas l'engager, qu'elle avait perdu sa maman, même plus hésité. Parce que pour moi, quelqu'un qui a vécu ça, c'est forcément quelqu'un qui a une humanité supérieure. Quand on est avocat, c'est une qualité
indispensable. C'est d'ailleurs même pas une qualité, c'est une nécessité. Je suis soi-disant l'auteur d'une théorie selon laquelle les grands avocats pénalistes seraient des orphelins. C'est pas une théorie, mais c'est une observation. Et c'est vrai que, par exemple, je peux pas m'empêcher d'admirer le parcours d'Éric Dupond-Moretti, qui a perdu son père quand il avait 4 ans, qui a été élevé par une mère que je ne connais pas, mais qui a été aussi admirable que la mienne, ou voire plus. Bah, ça me plaît. C'est horrible à dire, hein. Ça me plaît bien. Et je sais qu'on peut, évidemment, beaucoup plus que s'en sortir, que c'est pas la fin du monde, qu'au contraire. Il faut puiser une force dans ce qui est arrivé au père ou à la mère qu'on adorait. Bon, ce qui a changé beaucoup, c'est que l'éducation que j'ai reçue, c'était une éducation exclusivement prodiguée par des femmes. J'ai compris ça très tard. Quand je dis très tard, c'est la raison pour laquelle j'avoue que j'ai un amour et une admiration immodérée pour les femmes. Je suis généralement, est-ce que ça a un sens, on n'est pas pour ou contre, mais je suis généralement et spontanément toujours du côté des femmes. Et d'une naïveté qui dépasse absolument tout, puisque j'ai été adoré au-delà du raisonnable, hein. Donc je suis capable, mais d'une bêtise à l'égard des femmes que vous n'imaginez même pas. Et pas seulement dans ma vie amoureuse. Voilà, je suis d'une grande sévérité dans mes jugements à l'égard des hommes. Probablement parce que j'avais une image de mon père si forte. Vous perdez un père que vous vénériez, puis il disparaît à 37 ans. Vous en faites un dieu. Même si, bien sûr, je sais que l'image que j'ai de lui n'est pas ce qu'il était. Donc, forcément, par rapport à ça, un jugement plein d'ironie et de dérision à l'égard de la plupart des hommes, ce qui ne veut pas dire que je n'en admire aucun. J'ai pas joué le rôle de soutien du tout pour le parent restant, je pense même que j'ai vécu plutôt en opposition. Ma mère était très très jeune, hein. Quand mon père est mort, ma mère n'avait pas 30 ans, elle avait jamais travaillé, elle avait jamais fait un chèque de sa vie, elle était une femme très protégée. Probablement, au fond de moi, je pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse prendre la place de mon père, donc j'ai eu des rapports plutôt conflictuels avec elle. Pas terriblement conflictuel, mais j'étais pas un enfant facile avec ma mère. Et ma mère s'est remariée avec un homme absolument irréprochable, mais avec lequel je n'ai eu que des rapports très lointains. Pas eu de crise d'adolescence, pas eu de dérive quelconque en grandissant, non. Mais j'avais un caractère qui était pas facile. C'est-à-dire, je pense que j'étais et d'ailleurs, je le suis resté, je pense que j'étais un souci constant pour ma mère, mes soucis dans le meilleur sens du terme, vous savez, c'est-à-dire que je pense avoir été pour ma mère, mon frère aussi, quelqu'un de plus important qu'elle-même. Le mot orphelin, c'est un mot que j'aime pas, hein. Être orphelin professionnel, ça c'est terrible, hein, c'est vraiment à souhaiter à personne. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose, je m'excuse d'enfoncer une porte ouverte, de décisif dans la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille. Mais qu'en même temps, les orphelins sont aussi différents entre eux que les autres citoyens, citoyennes. Parce que je suis orphelin que je suis comme ci ou comme ça. Non. J'ai en moi quelque chose de particulier. Et je vous le dis, moi je me reconnais dans ceux qui ont vécu ça. J'ai été très impressionné par les travaux de Boris Cyrulnik. Je pense qu'effectivement, ça j'ai ressenti de manière totalement intuitive. Et évidemment, le mot aujourd'hui est un peu mis à toutes les sauces, mais une forme de résilience, dans mon cas, quasi immédiate, qui m'a probablement porté, mais qui n'a pas, bien sûr, supprimé les blessures, ni même... On peut coexister avec à la fois une force colossale, dont une partie est due à ça, et puis une fragilité abyssale ou un désespoir profond qui est aussi lié à ça. Mais j'ai un tel goût pour l'humour sous toutes ses formes que je ne crois pas qu'on puisse jouir de la vie si on n'a pas profondément conscience du désespoir qui peut nous habiter demain. Je crois pas. Je n'imagine pas la gaieté réelle
sans cette conscience profonde et innée. Sinon, c'est pas de la gaieté, ça n'est pas cette jubilation, c'est simplement de la légèreté. Et moi, j'aime pas la légèreté. Je crois que ça vous donne une force et puis ça vous donne aussi souvent un charme parce que ça nourrit les contradictions qui sont inhérentes à la vie et à la personnalité de chaque femme ou de chaque homme. J'ai pas imaginé que je vivrais plus vieux que l'âge où mon père est mort. C'est quelque chose qui m'a pas traversé l'esprit. Et finalement, c'est merveilleux, parce que quelle légèreté, pour le coup, ça vous donne. Quelle gaieté ça vous donne de savoir que de toute façon, les choses vont pas durer très longtemps. J'ai fait tout à toute vitesse, j'étais assez peu soucieux finalement. Fait de réaliser que vous dépassez ce cap. Et puis que vous le dépassez encore un peu plus, oh zut, les choses commencent à devenir sérieuses. Ce que je ne veux pas, ce qui pour moi est le comble de l'injustice, c'est pas ce qui m'est arrivé. C'est pas de perdre son père ou sa mère, c'est de perdre un enfant. J'ai très conscience du fait que l'injustice que j'ai subie, elle est très relative et qu'il y a beaucoup plus grave, beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu. J'ai pas perdu d'enfant et je ne veux jamais que ça m'arrive. Je n'ai pas subi des traitements épouvantables. J'ai pas été abusé. J'ai pas été abandonné. J'ai pas été violenté. J'ai pas été détruit. Voilà, j'aimerais rester en vie au moins aussi longtemps que ma mère. Et j'aimerais qu'elle vive très très vieille. Elle a 80 ans, ce qui est très jeune pour la maman d'un jeune orphelin de 62 ans. Ma mère m'a eu très jeune. C'est pour ça, dit-elle, que son fils est si réussi. Vous savez ce qu'est une mère juive. Et donc, ma mère se porte comme un charme, et moi aussi. Donc, j'espère qu'on va vivre très vieux tous les deux, mais moi un petit peu plus qu'elle. Pour qu'elle ait pas à connaître ça. Le fait d'avoir perdu son père a des conséquences, alors dans mon cas pas forcément bonnes, sur l'éducation de son enfant. Quand je dis pas forcément bonne, c'est parce que je crois qu'on se sent toujours un peu responsable de l'éducation qu'on donne à ses enfants. J'ai un fils pour lequel j'ai une adoration absolue. Je pense que elle est réciproque, mais j'ai davantage, je crois, prodigué l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire que une présence physique constante. J'ai été avec mon fils, probablement j'aurais dû être encore plus présent que je l'ai été. Les meilleurs moments de ma vie, c'est des moments que j'ai passés avec mon fils. Et ça continue à être des moments précieux. Vous savez, mon rêve, ça aurait été d'aller à Roland-Garros avec mon père, parce qu'il aimait le tennis. Ça peut paraître rien, hein, mais d'être allé à Roland-Garros avec mon fils, quand il avait l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père, d'avoir suivi la Coupe du Monde en 98, il avait 11 ans, c'était presque une forme de revanche pour moi. C'est peut-être ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie. C'est pas grand-chose, hein. J'ai réussi à avoir des tickets pour la Coupe du Monde de 98. Et j'ai même pas regardé la Coupe du Monde. J'ai regardé mon fils regarder la Coupe du Monde. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site happyend.life ou aucirp.fr.